Bonjour Renaud Dourges en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le grand plaisir d'être avec Evelyne Dresse pour Les Silences de Venise, paru aux éditions Glyph. Evelyne Dresse, bonjour. Je vous avais reçu pour votre précédent ouvrage, ça fait combien 2 ans? Je veux peindre et aimer. Voilà, ça fait 2 ans. 2 ans déjà que le temps passe. Oui. Temps passe. Et là, avec Les Silences de Venise, nous allons nous retrouver dans la Sérénissime, comme l'on dit. Oui. Nous allons expliquer un petit peu comment, en essayant de pas trop dévoiler l'intrigue, ce qui n'est pas toujours facile. Mais cette histoire commence avec une activité qui personnellement me passionne, c'est la généalogie. Eh bien, comme moi, je suis passionnée par ce métier. J'avais fait des recherches généalogiques pour un roman qui s'appelait Les Chemins de Garveline. Pour ce roman, j'étais partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'il décède, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Et en l'occurrence, mon héroïne ne savait que ce qui était écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garveline, Pologne. Donc, j'avais déjà utilisé cette sorte d'enquête généalogique et trouvé des choses complètement inattendues, parce qu'on ne peut pas imaginer que finalement, dans les papiers qu'on trouve dans les mairies, il faut chercher partout, il faut être très pugnace, et finalement on découvre des choses. Et donc cette enquête que j'avais faite à l'époque m'était restée en mémoire. La généalogie est donc quelque chose très à la mode en plus, la recherche d'ADN, qui est affilié à qui, d'où l'on vient, etc. Et donc m'est venue cette envie d'écrire dans une ville que j'adore, qui fait rêver, Venise. Et donc, l'héroïne de cet ouvrage est généalogiste. Voilà. Elle travaille, elle n'est pas à son compte vraiment, elle travaille pour... Non, pour un notaire, elle travaille dans une étude. Parce que les notaires utilisent beaucoup la généalogie. Mais bien sûr, quand il y a un soupçon qu'on ne trouve pas pour un héritage, les héritiers, il y a une obligation de chercher d'ailleurs. C'est une obligation française, c'est dans la législation, il faut retrouver les héritiers. Et donc, elle travaille pour ce notaire, et quand, pour arrondir ses fins de mois, elle a des clients privés qui lui demandent de faire des recherches pour monter leur arbre généalogique. Et en l'occurrence, elle va être mandatée par un certain Giorgio Scorfano, qui a été abandonné à la naissance, qui a grandi dans un orphelinat et qui ne sait pas d'où il vient. Et pourtant, il est une des 2 plus grosses fortunes d'Italie. Et donc, évidemment, elle est très intéressée par ce dossier. Elle n'ose pas lui demander une enveloppe qui lui serait sûrement nécessaire pour... il est très généreux. Pour faire son enquête, et finalement, quand elle ouvre l'enveloppe, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant de billets, quoi. Elle ne sera pas obligée d'aller dans un hôtel de 3e ordre, loin de là. Non, voilà. Et on sent que vous aimez Venise en lisant cet ouvrage, d'ailleurs. Oui, alors, je ne sais pas combien de temps on a pour... Nous avons 27 minutes. Oh, ça va. Alors, j'avais connu Venise pour un autre roman qui s'appelait Les Tournesols de Jérusalem, qui se passait à la fin du 19e à Paris et au début du 20e à Jérusalem. Et à l'époque, quand on allait en Terre Sainte, on prenait le bateau à Venise. Et donc, comme je suis un écrivain voyageur qui fait tout ce que font mes héroïnes, j'étais allée à Venise prendre le bateau pour aller en Terre Sainte. Et mon héroïne de ce roman, Les Tournesols de Jérusalem, rencontrait, c'était un fait historique, Marcel Proust, sa mère, Reynaldo Hahn, et la cousine de Reynaldo Hahn étant l'amant de Proust. Et donc, j'avais fait rencontrer tous ces gens à Venise. Donc, j'avais déjà quelques notions.
de la ville. Et en plus, j'avais déjà rencontré ce fameux Angelo dont je parle, qui était contrebassiste. Ah oui, et qui... il va y avoir une belle histoire d'amour, Voilà. courte mais belle. Oui, voilà. Et qui jouait précisément les 4 saisons de Vivaldi dans une église. D'ailleurs, la première fois qu'on l'entend, il interprète l'hiver. Si mes souvenirs sont exacts. J'ai un peu changé l'ordre des saisons en disant que selon le jour, ça commençait par telle ou telle saison. Voilà. Et dans chacun de vos romans, on peut en citer d'autres, si vous voulez, Je veux peindre et aimer. Il y en a eu d'autres que je n'ai pas sous les yeux sur l'instant. Il y en a 9. Alors, 9 mais romans. Il y a toujours une femme, enfin jeune ou moins jeune, mais il y a toujours une histoire sentimentale. Pour vous, c'est indispensable, dirais-je. Oui, c'est parce qu'il me semble, d'abord que les gens, mes lectrices et mes lecteurs aiment bien les histoires sentimentales, mais elles ne sont jamais à l'eau de rose. C'est pas du délit. Non. Et puis, c'est toujours pour sous-tendre quelque chose de plus important, quoi. Enfin, s'il peut y avoir quelque chose de plus important que l'amour. Mais en tout cas, mes romans sont construits en strates et j'ai toujours de grandes questions qui les traversent et c'est en vérité ce qui m'intéresse. Oui, ça a été le cas donc dans 5 jours de la vie d'une femme. Alors là, il y avait un masseur, je me souviens aussi. Oui, bravo. Donc, Je veux peindre et aimer. Alors, justement, profitons-en pour rappeler que vous êtes également artiste peintre. Oui, c'est vrai. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que j'ai toujours une part autobiographique dans mes romans. Et dans 5 jours de la vie d'une femme qui faisait référence, le titre faisait référence à 24 heures de la vie d'une femme, petit livre que mon héroïne tentait de lire un soir où elle avait trop bu, et donc elle n'a pas réussi à rentrer dans le livre, mais en tout cas, elle avait 70 ans. Et ce que je voulais prouver là, la phrase d'accroche étant « Qui a dit qu'une femme de 70 ans n'avait plus de libido ?» Et donc, ce que je voulais prouver... C'est un sujet à la mode dans des débats de télévisés maintenant, d'ailleurs. Oui, on n'en parlait pas avant. Bien, voilà. Je voulais dire que la vie ne s'arrête pas après la ménopause, quoi. Et donc, dans Je veux peindre et aimer, oui, mon héroïne est une peintre. Et le roman commençait à la guerre de 14, traversait les années folles, et puis entraînait mon héroïne depuis Nîmes, en passant par New York, jusqu'à la Turquie. Voilà. Ce qui est très important avec cette recherche généalogique, et c'est le cas même en dehors de la généalogie, c'est la recherche de son identité. Absolument. C'est aussi ce qui traverse beaucoup de mes romans. C'est, encore une fois, parce qu'on ne pose pas suffisamment de questions lorsque on a encore ses parents, probablement parce qu'on les croit immortels et qu'on aura toujours le temps de leur demander. Mais ce qui m'apparaît, en fait, c'est que plus on avance en âge et plus la question des origines devient prégnante. C'est étrange, puisque plus on s'approche de la fin, plus on a besoin de savoir comment c'était avant. Voilà. Et en plus, peut-être pour également transmettre à ses propres enfants. Oui, mais en l'occurrence, je n'en ai pas. Non, mais bien sûr, mais pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai que pour soi-même, on a vraiment besoin de connaître ce que furent, ne serait-ce que les métiers. Ça, j'ai trouvé... Bon, je ne vais pas rentrer dans un point de vue personnel, mais ce qui m'a passionné, c'était de découvrir sous Henri IV, puisque j'ai pu monter jusqu'à Henri IV, les professions. Et ça, c'est très, très intéressant. Des professions qui ont disparu pour certaines. Oui. Et vraiment, la généalogie, c'est vraiment une passion. Oui, oui, vous avez raison. Et on s'aperçoit que c'est quand même très, très, très à la mode. Et que, bon, j'espère que je suis justement dans l'air du temps avec toutes ces questions qu'on se pose quand même. Là, ce qui est très important dans ce roman-là, c'est l'importance du nom sur la personne. Bien sûr. D'autant plus qu'il va avoir vraiment une surprise lorsqu'il va connaître l'identité de son père. Voilà, on ne va pas rentrer trop dans le détail, bien sûr. On ne peut rien dire parce mais ça va être vraiment une grande, grande surprise. Et qu'il y a des rebondissements à chaque page. et qu'on est étonné d'apprendre, en même temps que mon héros, ce qui est arrivé.
Et donc, oui, c'est très important pour moi de parler du nom. J'avais ce pressentiment alors que j'étais déjà toute petite. Mon papa appelait mon frère Jackie et je lui disais non, arrête de l'appeler Jackie. Jackie, ça le rend plus petit. Il faut l'appeler Jacques, il s'appelle Jacques. Et donc, je suis contente de retomber sur mes pattes et de démontrer à quel point le nom est important. Et chez les Juifs, on dit le nom, c'est lui. Bien sûr. Puisque vous parlez de la judéité, il y a 2 personnages que l'on trouve dans cet ouvrage, c'est un rabbin et un prêtre. Oui. Et il y a aussi un livre sacré que l'on trouve. Oui, tout à fait. Une Bible et qui est écrite en hébreu. Et mon héroïne ne connaît de l'hébreu que Rabbi Jacob, donc elle ne peut absolument pas décrypter une phrase qui est écrite sur la tranche, et donc elle va rencontrer le rabbin du ghetto de Venise. Là aussi, c'est un quartier qu'on ne connaît pas bien, dont on ne sait rien, et que je décris et dont je raconte aussi l'histoire. Eh bien, tous mes romans sont traversés par les religions. Et jusque-là, entre le judaïsme et le catholicisme, le judaïsme et le bouddhisme, je n'ai pas attaqué la religion musulmane, mais ça viendra peut-être. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle se rend dans cette synagogue, dirons-nous, elle y va, elle n'est même pas, elle n'a pas la tête couverte. Enfin, bon, on voit bien qu'elle ne connaît pas les règles. Oui, bien sûr. D'ailleurs, son père était un juif de Kippour, c'est-à-dire qu'il n'allait à la synagogue qu'une fois par an pour le grand pardon. Comme les catholiques qui vont à Noël ou pour faire leur Pâques. Exactement. Il y en a beaucoup ainsi. Oui. Donc la religion, comme je l'ai dit, a beaucoup d'importance. Et elle va donc donc alors il y a eu ce jeune musicien. Oui. Et ensuite, elle va approfondir, si l'on peut dire, ses relations avec son client. Oui, mais ça... Sans trop rentrer dans des détails, mais le fait qu'elle ait découvert des choses, je crois que lui, ça le bouleverse. Ça le bouleverse. Oui, bien sûr. Mais ils sont tous les deux dans une quête. Elle est dans une déception amoureuse. 2 ans avant, elle s'est fait plaquer par un homme dont elle croyait qu'il serait l'homme de sa vie. Et de son côté, Giorgio Scorfano a perdu sa femme 2 ans avant. Donc tous les deux, ils ont un manque d'amour et ils vont peut-être se trouver. Ça, il faut lire. Alors, je rappelle le titre. Les silences de Venise, c'est paru aux éditions Glyph. Et c'est un ouvrage vraiment qu'il faut... Lorsqu'on se plonge dedans, on n'a pas envie d'en sortir avant le mot fin, d'ailleurs. Merci, ça me fait très plaisir. Est-ce que vous verriez volontiers ce livre adapté ? D'ailleurs, j'ai une question même plus précise. Lorsque vous écrivez, est-ce que vous imaginez le visage de vos héros et de vos héroïnes ? Je crois Ou est-ce que ça reste totalement nébuleux ? Non, je n'écris pas en pensant au film, mais rétroactivement, une fois que le livre est terminé, je me dis, mais ça serait merveilleux de le mettre en image, car effectivement, je vois les personnages, je vois les lieux, les situations. C'est clair que c'est à nouveau un film. Donc, vous avez réalisé vous-même un film qu'on a revu récemment d'ailleurs à la télévision. Il y a quelques semaines encore. Je crois qu'il est même toujours sur MyCanal. MyCanal. Canal+ l'a racheté et donc ils ont les droits jusqu'au mois de juin. Et il passe soit sur Ciné+, soit sur OCS. OCS, moi c'est sur OCS que je l'ai vu. Voilà, Orange. Et donc, c'était un film avant d'être un roman. C'est-à-dire, ça s'est passé dans le sens inverse. C'est les éditions Plomb, ayant vu le film avant la sortie, qui m'a demandé d'écrire le roman. Nous allons laisser passer un communiqué et nous continuons cette conversation. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
Merci d'avance. Très bien. Je rappelle que je suis en compagnie d'Evelyne Dress pour Les Silences de Venise, paru aux éditions Glyph. Alors, nous avons parlé de ce film, mais il ne faut pas oublier que vous avez également réalisé un documentaire. Oui, On n'en parle pas souvent, mais il faut le faire justement. oui, parce que quand j'ai écrit Le Rendez-vous de Rangoon, comme je vous disais, je suis un écrivain voyageur et quand j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe, donc je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Et en l'occurrence, quand je pars, j'appelle mes amis, je leur dis ne me cherchez pas, je pars. Combien de temps? Je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, j'ai Reporters sans frontières qui m'appelle et qui me dit est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, on a décerné un prix Reporters sans frontières à une dissidente proche de Aung San Suu Kyi qui s'appelle San San Noé. Elle vient de purger 10 ans de prison, raison pour laquelle Reporters sans frontières n'a pas réussi à aller lui remettre son prix de $5 000. Si vous y arriviez, ce serait formidable. Mais ne prenez aucun risque, ne gardez sur vous ni son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, car si on vous surprend avec ces infos sur vous, vous irez directement en prison et on ne pourra rien faire pour vous. Et en plus, les prisons là-bas ne sont pas c'est pas des 3 étoiles, loin de là. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est génial. J'aurais peut-être jamais eu cette idée pour mon héroïne, donc je vais le tenter. Et je suis partie avec ces $5 000. Et comment faire si jamais j'arrivais à les remettre pour dire à Reporters sans frontières, c'est pas moi qui les ai dépensés, je les ai vraiment donnés. Donc, j'ai fait un documentaire sur la rencontre avec San San Noé. En ce qui concerne Les Silences de Venise, êtes-vous spécialement retourné à Venise pour écrire ce livre ou est-ce que vous êtes resté sur des souvenirs anciens? Alors, je suis retournée à Venise pour vivre d'autres choses et ce sont les souvenirs anciens qui sont venus rejoindre les moments présents et voilà, ça a donné Les Silences de Venise. Ça serait bien qu'il soit traduit en italien d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je ne pense pas à ces choses-là. Mais oui, il faudrait que je trouve un éditeur italien. Pourquoi pas? Oui, vous avez raison. D'autant que, vous savez, je parle véritablement du maire de Venise. Je dis son nom, là. Vous devriez lui envoyer un exemplaire dédicacé. Exactement. Je pense qu'il apprécierait beaucoup. Si vous le voulez bien, nous allons faire un petit peu une digression sur votre carrière au cinéma, au théâtre, parce que vous avez... Lorsque j'ai revu, déjà, rappelons que l'année dernière, il y a eu une rétrospective au cinéma McMahon. Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance. Ça a dû être une expérience pour vous formidable. Merveilleuse, d'autant que le cinéma a bourré à chaque séance. On a passé 4 fois mon film, Pas d'amour sans amour, et puis Le Solitaire, et puis Et la tendresse bordel, et puis La nuit de Varenne de Ettore Scola. Où vous étiez la fille de Jean-Louis Barrault. Absolument, la fille incestueuse. Oui. Enfin, Rétif de la Bretonne n'était plutôt un libertin, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Et il était très content quand il allait rencontrer une fille de joie, de s'apercevoir qu'en fait, c'était sa propre fille. Alors, c'était les mœurs de l'époque. Hein. Et au théâtre, vous avez quand même joué avec un grand monsieur, c'est Claude Dauphin. Oui. Alors, c'était votre première pièce, je crois. C'est une des premières. C'est un spectacle qui a compté beaucoup pour moi parce que j'ai eu une critique, mais dithyrambique de Jean-Jacques Gaultier à l'époque. Qui était assez sévère pourtant. Oui, c'était terrible. À l'époque, il descendait les spectacles. Il faisait et défaisait les réputations. Et là, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais on est sorti d'une représentation au théâtre Édouard VII et puis on est allé dans un café pour attendre la sortie du Figaro, parce qu'à cette époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ça sortait dans la nuit. Et oui, ça sortait dans la nuit. Et là, donc un des comédiens va acheter le Figaro, il revient au café et il ouvre et il lit et allez voir Evelyne Dress, chez qui tout est joli, la voix, la prestance. Le roi n'était pas votre cousin, comme l'on dit. Alors, je dis, bon, arrête tes conneries, lis la critique. Non, mais je t'assure, c'est écrit. Parmi les gens avec qui vous avez également travaillé au cinéma, quelqu'un pour qui j'ai une certaine tendresse, déjà pour ses chansons et ses musiques, c'est Pierre Barou. Oui,
Et Pierre, je peux aussi raconter Bien des sûr, anecdotes. tout à J'en ai fait. plein, vous savez, des Je anecdotes. n'en doute pas. Je jouais, c'est un film que j'adore, avec Léa Massari, Michel Piccoli, et ce couple est en instance de divorce. Et Piccoli assiste aux réunions de parents d'élèves, car il a un fils ou une fille, je ne sais plus, une fille, je crois, qui va à l'école avec mon fils. Et donc, après la réunion de parents d'élèves, il me propose de me ramener chez moi et nous montons dans la voiture et nous avons une conversation sur le chemin. Et donc moi, mon personnage s'appelait Maman Lunette parce qu'elle était myope et qu'elle avait des lunettes. Et on comprenait que dans cette conversation entre Piccoli et elle, il y avait un petit peu un jeu de séduction comme ça. Elle se posait des questions sur le divorce, parce qu'elle ne divorcerait jamais, quoique petite bourgeoise de banlieue chic. Et alors je dis à Pierre Barrault, tu sais Pierre, quand je veux séduire un homme, je ne porte pas mes lunettes. Alors si tu veux bien, je vais jouer avec, comme ça, mais je ne vais pas les mettre sur le nez. Elle me dit, oui, oui, tu as totalement raison, parfait, parfait. Et je vois qu'avant d'enregistrer, il va parler avec Michel Piccoli. Et puis Piccoli vient me rejoindre dans la voiture et Barrault me dit, tu veux la faire tout de suite ou qu'on répète? Non, non, vas-y, lance, je la fais. Et donc, on commence la scène, et puis à un moment, dans un de mes blancs, de mes hésitations, Piccoli me dit « Mettez vos lunettes pour voir ». Oh ben vous savez, c'est une petite myopie, hein. Et alors on a fait toute la scène comme ça, et là où je salue Michel Piccoli, un acteur merveilleux, il aurait très bien pu tirer la couverture à lui et reprendre la séquence à son compte. Mais non, il m'a donné juste les mots qu'il fallait pour que je puisse rebondir et raconter ma vie de petite bourgeoise. Cette émission arrive presque à son terme, et c'est fort dommage. Il y a un autre comédien, mais on n'aura pas le temps d'en parler, moi que j'aime beaucoup, qui est lunaire, c'est Rufus, oui, avec qui vous avez travaillé. Mais là, malheureusement, mais ça sera l'occasion pour le 4e roman. Parce que, pas le 4e, le prochain roman plus exactement. Oui. Je présume que vous en avez un autre déjà de prévu. Il est déjà à moitié écrit. J'en suis page 170. Je ne vous dirai pas où il se passe, mais Je ne vous poserai pas la question, donc. Très, très loin, parce que mes héroïnes fuient de plus en... Elles fuient, elles ont toujours une bonne raison de fuir et de s'enfuir. Et donc, cette fois, elle va très, très loin, là où personne ne va jamais. Evelyne Dress, je rappelle le titre de cet ouvrage, Les Silences de Venise. C'est paru aux éditions Glyph. C'est un ouvrage qui fait, je vais essayer d'être presque précis, 175 pages. 18 €, c'est vraiment rien du tout comme prix. On peut vraiment non seulement l'acheter pour soi, mais l'acheter pour l'offrir. Ah bah, ce serait une très bonne idée. Nous approchons de Pâques, Pâques vient de passer, mais enfin, nous approchons des grandes vacances. Ça peut être un des livres de l'été. Tout à fait, c'est facile à emporter sur la plage. Tout à fait. Merci encore à vous.